but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Ces derniers temps, j'ai partagé avec vous des story times où je racontais des anecdotes qui m'ont façonné, qui ont fait, qui expliquent pourquoi je parle comme je parle, je réfléchis comme je réfléchis, je pense comme je pense, j'agis comme j'agis. Et je pense avoir fait le tour de mes archives, on ne sait pas. Jamais dire jamais. Mais à présent, j'aimerais vous partager avec vous la genèse de mon multivers Canary. Et pourquoi? Parce que le 16 août sortira mon prochain roman Réconciliation, qui est le deuxième tome de ma série Sentinelle du Canary. C'est un second tome qui n'aurait jamais dû exister, parce que la série n'aurait jamais dû exister, parce que le premier tome de cette série n'aurait pas dû exister. À la base, je voulais écrire une histoire qui est Promesse du bout du monde. C'est un beau pavé de 500 pages. C'était le seul but. Je voulais raconter une histoire, mais comme dit ma fratrie, je suis une mutante. Donc mon cerveau, que j'appelle Zygmunt parce qu'on n'est jamais sur la même longueur d'onde, a fait ce qu'il fait de meilleur ou de mieux. Et il a pris une idée et comme disent les anglophones, il a couru avec. Donc il a pris une idée et il m'est revenu avec un multivers tentaculaire. Et pourquoi un multivers? C'est parce qu'à l'intérieur, il y aura plusieurs one-shots, plusieurs séries. Elles seront toutes liées pour une raison basiquement chronologique. Du genre, je vais suivre une chronologie, c'est la seule raison, parce que sinon toutes les histoires seront indépendantes. Et voyez ça comme le multivers Marvel. Vous voyez, vous avez les films Iron Man, Thor, et tout d'un coup, vous avez tout le groupe qui débarque avec The Avengers. Vous voyez, et tout est lié, mais on peut voir les uns sans les autres. Quoique Infinity War et Endgame ou l'inverse, mieux vaut regarder l'un après l'autre, quoi. Mais voilà, a priori, tout est indépendant. Donc, Promesse du bout du monde et m'est arrivé par un rêve qui était génial. Et je peux dire qu'il était génial parce que ce n'est pas moi qui ai rêvé, c'est mon cerveau. Et comme j'appelle mon cerveau Zygmunt, hein, voilà, ce n'est pas moi qui ai rêvé, c'est mon cerveau qui a fait le travail, et quel beau travail il a fait pour une fois. J'ai rêvé de Dev Patel. À l'époque, c'était la sortie de son film Lion, et Dev Patel avait pris de la masse. Il était pas mal ému à ce moment-là, et donc mon cerveau a décidé qu'il allait rêver de lui. Mais au lieu de rêver de romance, c'était Zygmunt, il a rêvé de Dev Patel qui courait dans une bananerie parce qu'il était pourchassé avec des hommes qui avaient des machettes. Et en cours de route, il sauvait une petite fille blanche. Voilà mon rêve. Il y a eu une ellipse et au moment suivant, Dev Patel était dans un fauteuil roulant. La petite fille avait grandi. Elle le regardait de haut parce qu'elle était debout et lui assis dans son fauteuil. Elle lui tenait la main et voilà, je me suis réveillée. En me réveillant, j'ai pris mon carnet et j'ai noirci toute une page parce que l'idée était géniale. Pourquoi elle était géniale? C'est que d'un côté, qui dit bananerie, machette, etc., se dit forcément, bon, on ne va pas aller très loin, je savais au plus profond de moi-même que ça se passait en Afrique, quelque part en Afrique. On adore les machettes. Je suis angolaise, il y a une machette dans mon drapeau, sur mon drapeau. Donc voilà, je me suis dit, ouais, ça c'est la Motherland, on va pas chercher plus loin, c'est comme ça, un point c'est tout. Donc l'idée géniale, c'était que qui dit machette et bananerie et hommes armés et Afrique et je sais pas quoi, dit tension sociale, révolte,
guerre civile, et j'ai trouvé ça génial, le fait que ce soit une petite fille blanche. Parce que quand on parle de guerre civile, Afrique, etc., on a automatiquement à l'esprit les Noirs, les enfants noirs, et le fait que ce soit une fille blanche était génial parce que on peut traiter de la dissonance dans le traitement des réfugiés en Occident. Il y a 2-3 ans, pas besoin d'aller plus loin, avec la situation en Ukraine, sur tous les plateaux de télé, tous les JT, le message était, mais non, les Ukrainiens ne sont pas des réfugiés parce qu'ils sont comme nous. Et je mets ça entre guillemets parce que bien sûr, je ne fais pas partie du comme nous. Parce que c'est bien connu, quand on est blanc, on ne peut pas être réfugié. Réfugié est un terme qui est réservé aux personnes mélanées. C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, bien, avec une fille, bientôt, plus tard, jeune femme blanche qui est réfugiée, je peux traiter de discrimination, de racisme, mais d'une toute autre façon, par un tout autre prisme. Et je n'écris pas mes histoires pour faire passer des messages. Ce n'est pas le but de mes histoires. Je veux juste raconter quelque chose qui me bouleverse, qui me fasse rire, sourire et pleurer. Et tout ce qui peut paraître un message est une conséquence de l'histoire que mes personnages sont en train de vivre. Donc je ne me lance pas dans l'écriture dans le but de faire la morale à mes lectrices. Ce n'est pas ce que je veux faire. Il se trouve juste que dans ce cas-là, ça me paraissait intéressant de pouvoir travailler ce personnage par le fait qu'elle a le privilège d'être une réfugiée blanche, donc on ne la considère pas comme une réfugiée. Donc je me suis dit, je vais la garder exactement telle qu'elle, elle est parfaite. Parce qu'en plus, même les Africains ont du mal à accepter, bon, pas tous, une partie des Africains ont du mal à accepter qu'il peut y avoir encore des Africains blancs. De la même façon qu'il suffit d'aller sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui va commenter sur des Européens noirs, mais tu ne peux pas être Européen, du genre, c'est quoi ton vrai pays? Les réseaux sociaux, ont un grand avantage, c'est de connecter le monde, mais le grand désavantage, c'est qu'on expose son ignorance, mais de façon assez pénible. Hein? Anyway, je divague, je déverse. Pour rappel, ces épisodes sont tournés d'une traite. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Donc, vous allez subir comme je subis parfois mon propre cerveau. Donc, j'ai décidé que mon héroïne, qu'elle soit blanche et africaine, ce serait parfait. Et j'ai encore aimé, deuxième point, que la personne qui la sauve soit un homme d'origine indienne. Parce que ça m'évitait l'écueil du sauveur blanc, du syndrome du sauveur blanc, du complexe du sauveur blanc. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ce schéma narratif-là. Donc, détestent l'idée que ce soit toujours l'homme blanc qui va sauver les indigènes. Mais historiquement, factuellement, on ne peut pas faire autrement. Historiquement, on vit dans un système qui a été construit par l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel. Le système a été construit autour de la hiérarchisation d'êtres humains, et qui parle de hiérarchisation d'êtres humains, parle de discrimination. Donc tout en haut, nous avons l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel. Tout en bas, on a toutes les personnes mélanées, on a toutes les femmes, on a toutes les personnes appartenant aux communautés LGBTQ+, on a toutes les personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Sauveur. Donc, c'est vaste, c'est beaucoup plus vaste qu'au top. Au summum de ce truc-là, il y a l'homme blanc. Donc, c'est logique, dans un système construit par l'homme blanc, c'est logique que ce soit l'homme blanc qui le déconstruise. Historiquement, vu que c'est l'homme blanc qui a retiré ou qui n'a pas donné les droits à l'homme noir, il est logique que ce soit l'homme blanc qui décide
de redonner ou donner tout court des droits à l'homme noir. Puisque c'est l'homme qui a construit le système et qui a retiré ou n'a pas donné des droits aux femmes, il est normal que ce soit un homme qui décide de redonner ou juste donner des droits aux femmes. C'est mathématique, c'est historique, c'est pas... le système a été construit comme ça. C'est la personne qui a créé le système qui est la seule personne qui peut la déconstruire. Donc on va pas, voilà, on va pas philosopher là-dedans, c'est juste comme ça. Voilà. Et donc, ça mis de côté, de nos jours, il y a très peu de raisons qu'il y ait encore ce bon vieux complexe du sauveur blanc. Les personnes mélanées sont capables de se sauver toutes seules. Et si elles ne le font pas, c'est que il y a d'autres personnes mélanées qui ne veulent pas que ça... Voilà. On va éviter les philosophies. La philosophie, on ne philosophe pas. Et du coup, dans le contexte de mon histoire, c'était génial que mon héros ne soit pas un héros... ne soit pas un héros blanc, parce que dans ce contexte-là, ce n'est pas la couleur de peau, d'ailleurs, qui avait un avantage, c'est le passeport. Et il faut avoir le bon passeport pour sauver. Donc, on peut être noir, blanc, jaune, rouge, vert, violet, à petits pois. Il faut avoir le bon passeport. Et le côté du bon passeport, c'est un sujet qui m'est très personnel parce que j'ai moi-même survécu le fait de ne pas avoir eu un bon passeport. Donc, c'est pas une question de réflexion sur la question, c'est j'ai vécu la question. Donc, mon héros a un bon passeport Bordeaux. Français, donc il peut sauver mon héroïne. Le truc parce que je veux bien que mon héroïne soit blanche, etc. Mais elle, exactement comme moi, fait partie d'une minorité. Donc, je lui ai donné une meilleure amie, Lucky, une meilleure amie qui est noire. Et comme ça, Lucky est Swan. Elle fait partie de la terre pour les plus puristes. Elle fait partie de la terre, ça fait des générations et des siècles que ses ancêtres sont dans le bassin du Kalahari. Donc ça m'avait l'air bien d'équilibrer le côté, parce que je voulais pas juste, ah non mais voyez, mon héroïne elle est africaine blanche, mais ce ne serait pas juste... C'est réaliste, mais pas si réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai mon héros qui a le bon passeport et qui va sauver mon héroïne et sa meilleure amie. Mais pour le faire, il a besoin d'un deuxième avantage au-delà de la bonne nationalité. Il a besoin de connaître les bonnes personnes. Il a besoin d'être, par exemple, en contact avec l'ambassadeur de France pour avoir un laissez-passer pour les filles, pour les emmener dans sa famille en France. Donc, je me suis dit, quelqu'un qui est en contact sans pour autant travailler au consulat, un journaliste. Un journaliste, ça m'a l'air bien comme travail. Ça explique pourquoi il était sur place et ça explique comment il peut aller y revenir. Parce que s'il était fonctionnaire dans un consulat, il n'aurait aucune raison de connaître les parents de mon héroïne et ce sont les parents de mon héroïne qui vont la mettre en danger. La vie fait que. Donc voilà, mon héros est français, avec le bon passeport et il est journaliste, donc il a les bonnes connexions, il a le bon réseau pour faire sortir le peuple de là. Donc voici, ça c'est l'idée que j'avais et le truc c'est où est-ce que je vais placer cette histoire-là? Où en Afrique, je vais installer mes personnages et je me suis dit, bon ben on va mettre ça vers 2008. Donc j'ai besoin d'un pays qui a eu des tensions, révolte, qui est sorti les machettes. Et à l'époque, il y avait le Kenya.
Donc, je parlais avec mes frères, dont mon grand frère qui est diplomate, et je lui disais, bon, bah, peut-être que je vais placer ça au Kenya. Et ils ont fait, non, ne fais pas ça, ne touche pas au pays déjà existant. Et je suis une fille sage, n'est-ce pas? Donc j'ai fait, ok, tant mieux, surtout parce que je ne connais pas le Kenya, je n'y ai jamais mis les pieds. Et contrairement aux croyances, on ne peut pas juste interchanger les pays africains parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes langues, les mêmes religions, les mêmes quotidiens, les mêmes... on n'a rien du tout. Donc je ne peux pas improviser euh, avec tout le Google Maps et Google Earth et tout Google pour m'aider. Je ne peux pas improviser le quotidien dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Il faut que j'ai une base. Par exemple, pour beaucoup de romancières francophones, elles vont placer des histoires, par exemple, aux États-Unis, alors qu'elles n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis. Mais parce que même si c'est souvent, parfois, le calque de la France juste dans un contexte anglophone, elles ont quand même une base parce que la culture qu'on consomme est majoritairement américaine. Les films, les séries, la musique, les livres, les livres traduits, etc. Donc il y a énormément de choses, un très grand pourcentage qui se passe aux États-Unis. Donc on peut, même si on n'a jamais vécu aux États-Unis, on peut se faire une légère idée de comment on peut broder là-dessus. Mais le Kenya, j'ai zéro nada zilt. Par contre, j'ai vécu en Afrique du Sud. J'ai 1% de connaissances de l'Afrique du Sud. J'ai vécu du côté de Johannesburg pendant 3 ans. Donc, même si je n'ai pas toutes les nuances de quelqu'un qui est natif ou de quelqu'un qui était vraiment intégré à la vie sociale sud-africaine, parce que j'étais dans un lycée français, donc en même temps, j'étais dans un groupe, dans une communauté, dans un environnement international, pas 100% sud-africain, même si une de mes meilleures amies est sud-africaine. Mais j'avais les bases. Je savais où je pouvais partir. Et en créant un pays de toutes pièces, je peux prendre des choses et en retirer d'autres. Et c'est le seul choix stratégique, vraiment commercial que j'ai fait dans cette histoire. C'est qu'au lieu de choisir un pays lusophone que je calerais entre l'Angola et le Mozambique parce que c'est ma culture à moi, j'ai décidé l'Afrique du Sud parce que le contexte anglophone, les lectrices françaises francophones le connaissent déjà. Les genre, elles ne vont... ça serait une adaptation facile, le fait d'avoir un pays où on parle anglais, où les rues sont en anglais, où certaines habitudes sont anglophones, plutôt entre les États-Unis et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Donc ça, c'était le choix purement commercial, purement stratégique. Et à partir de là, je me suis basée de ce que je connaissais, ce que je voulais pour construire mon pays. L'Afrique du Sud a déjà 2 enclaves qui sont Eswatini et Lesotho. Je me suis dit, on va ajouter une 3e enclave, personne ne verra que du feu. Donc j'ai décidé de planter mon enclave entre le Botswana et l'Afrique au nord et l'Afrique du Sud au sud. Donc la frontière de mon petit pays, de la taille de la Bretagne, ma petite crotte de pays, est à proximité de Gaborone, la capitale du Botswana au nord, et à proximité de Johannesburg au sud. Donc on peut traverser la frontière en 1 demi-heure, 40 minutes. Ça m'avait l'air bien ce truc transfrontalier. Donc, et pour le nom, les Africains sont plutôt pratiques, ou je sais pas, non, je sais pas qui a donné les noms de chaque pays, mais en Afrique c'est plutôt simple comme situation. On a 3 Guinées, on a une Afrique centrafricaine, on a le Niger et le Nigeria,
on a l'Afrique du Sud. Donc je me suis dit, ben, on va se simplifier l'existence. Je vais appeler ma petite crotte de nez Afrique australe. Le souci, c'est que Afrique australe, en anglais, c'est dit Southern Africa. Et on ne peut pas avoir un Southern Africa dans une South Africa. Ça veut dire une Afrique du Sud dans une Afrique du Sud, et c'est pas possible. Donc, en français, je me suis simplifié l'existence, ce serait l'Afrique australe. Et en anglais, j'ai décidé de prendre l'étymologie de Kalahari, qui est Kalahar, et je ne sais pas pour la prononciation, on va faire semblant que je m'y connais. Kalahar, qui veut dire un vaste pays sans eau ou pays de la grande soif. C'est très poétique, mais ça donne tout de suite une idée. Parce que j'ai planté l'Afrique australe dans ce qui pourrait être, ce qui est le bassin du Kalahari. Et le bassin du Kalahari, ce n'est pas la même chose que le désert du Kalahari. Même si le désert du Kalahari n'est pas le désert du Kalahari, c'est pas un désert. On l'appelle désert, mais c'est pas un désert, il y a de la végétation. C'est pas comme le Sahara. Voilà. Donc, j'ai créé mon petit pays, de la taille de la Bretagne, donc, à 6 millions d'habitants avant la guerre, 4 millions après. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les 2 autres millions. On ne sait pas s'ils sont tous morts, Il y a eu beaucoup de morts, mais on ne sait pas combien de morts exactement, combien de disparus, combien de déplacés, combien qui ne peuvent juste pas donner de nouvelles. Il y a juste 2 millions de personnes qui ont disparu dans la nature. Donc voilà comment j'ai construit l'Afrique australe. Et je vais voir, cool. Because je parle. Je voulais faire moins de 15 minutes par épisode, mais les gens, pardon. Il y a des choses à raconter. Donc, dans Promesse du bout du monde, j'ai donc appelé mon héroïne Abby et j'ai appelé mon héros Chandra. Abby et Chandra se rencontrent la toute première fois quand Abby a 13-14 ans et logiquement, elle est encore collégienne et lui, il est un jeune journaliste, il est en Afrique australe pour suivre les tensions sociales façon Grèce à cette époque-là. Et personne ne se disait que au-delà de la tension sociale, au-delà des manifestations qui étaient pacifiques, il y aurait une guerre civile qui allait éclater. Personne ne se doutait là de cette affaire-là. Et le truc, c'est que quand tu rencontres à cet âge-là, du genre Abby avec 12, 13, 14 ans, évidemment que je ne vais pas commencer l'histoire là. Évidemment. Les genres, ils évoluent dans 2 sphères totalement différentes au moment de la rencontre. Et Abby et sa meilleure amie Lucky, elles sont saoulées par la situation parce que qui dit tension sociale et manifestations pacifiques dit sabotage, donc il y a des coupures de courant. Donc en plus leurs parents ou deux travaillent pour le gouvernement, donc elles ont besoin de sécurité même pour aller à l'école. Donc c'est tendu même pour les filles, pour les adolescentes. Et alors que Chandra, il est concentré, c'est sa grande première mission en tant que correspondant. Il apprend le métier sur place, il apprend à mener des enquêtes, il apprend à être journaliste. Donc il n'y a aucun moyen, mais même pas en rêve, que ces deux se fréquentent à ce moment-là. Même pas, du genre, je n'allais pas écrire l'apologie de quoi que ce soit. La seule chose, c'est que Chandra est très beau. Il est très beau aux yeux d'Abby et de Lucky. Et les gamines, elles ont un crush. Mais c'est vraiment un truc d'adolescent. Des gens, on regarde des stars, des célébrités, on a un crush. On a des boys bands, on a un crush. Du genre, mais ça, c'est le truc le plus naturel, le plus normal possible. Il y a Chandra, quand on la voit, c'est juste la fille des gens qu'il est en train de rencontrer, qu'il est en train d'interviewer. Il ne pense pas au-delà de ça. Et ils ne vont jamais se rapprocher. Au moment où Chandra finit par sauver la vie d'Abby et Lucky et de les emmener en France dans sa famille, c'est le plus longtemps qu'ils aient passé ensemble
où il montre qu'il a la conscience qu'il est en leur présence, parce qu'il pouvait être totalement indifférent à leur présence. Il les ignorait complètement parce que c'était des gamines et on est en train de discuter de trucs d'adultes, vous voyez. Et pour écrire l'histoire, la romance que je voulais écrire, j'avais besoin vraiment de raconter cette rencontre et les semaines qui se sont et leur quotidien, les semaines qui ont précédé la guerre civile. Donc je voulais écrire un prologue. Je voulais juste un prologue pour raconter la rencontre avant de passer au sérieux. Le prologue s'est rallongé. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux venir? Le prologue s'est prolongé. C'est devenu une sorte de première partie. Mais le truc, c'est que je voulais vraiment raconter l'histoire de pourquoi du mariage arrangé. Mais le prologue, la première partie, devenait très longue. Ça prenait 10 000 mots. Ça prenait 20 000 mots. C'est devenu un livre. Ça, c'est l'ancienne couverture. La nouvelle, elle n'a plus les modèles parce que ce n'est pas une romance. Il y a 7 personnes. Il y a 7 protagonistes là-dedans. Ce sont tous les protagonistes des 4 histoires suivantes. Mon prologue, ceci est mon prologue. J'ai 200 pages. Je vous ai dit que Zygmunt, quoi. Donc, 600 pages plus 200 pages. Donc, c'était supposé être ça l'histoire. Ça fait 2 livres. Donc, j'ai eu mon prologue parce que j'avais besoin de l'historique, j'avais besoin de la rencontre, j'avais besoin de certaines scènes, de certains souvenirs pour mes personnages, pour certains flashbacks plus tard. Donc, je suis allée au bout de ma pensée, j'ai écrit Il était une fois le Kalahari, qui était mon prologue devenu première partie, devenu tome 0, la préquelle de toute la série. Ce n'était pas prévu, mais on va faire avec. Et on se retrouve 9 ans plus tard dans Promesse du bout du monde. 9 ans plus tard, donc Abby et Ella elles sont bientôt à la fin de leurs études. Elles ont 22 ans, elles sont indépendantes à Paris, elles sont brillantes, discrètes, quoique Lucky est un peu moins que Abby. Abby est très discrète, elle est réservée, introvertie, elle n'aime pas être le centre de l'attention. Et quand elle va renouveler son titre de séjour à la préfecture, on lui dit on va signer le traité de paix, les accords de paix dans votre pays dans pas longtemps. Donc à la fin de vos études, on ne va pas renouveler votre titre de séjour. Bye bye. Et là, c'est la panique. La panique parce que Abby est traumatisée, elle ne veut pas rentrer en Afrique australe, mais on rappelle, donc on est en 2017 en France et c'est un contexte de crise économique. Même si ce n'était pas au pire de la crise économique, ça veut dire qu'il y a une préférence nationale. À moins d'avoir un travail extrêmement rare et vital et essentiel pour la France, comme par exemple être scientifique et travailler dans la recherche pour la lutte contre le cancer, le sida, etc., vous êtes dispensable. Administrativement, vous n'avez pas de raison de rester en France après vos études. Il y a eu des lois où on interdisait carrément que le premier emploi d'un étudiant étranger soit en France. Et voilà. Et donc, elle entre en panique parce qu'elle a encore 1 an et demi devant elle. Genre, elle est de première année de master. Donc, c'est bien. Elle a le temps de voir venir, mais elle panique déjà dans l'idée de devoir rentrer en Afrique australe. Elle a perdu toute sa famille en Afrique australe. Elle a été traumatisée par le début de la guerre. Elle ne veut pas rentrer, elle en fait des cauchemars. Et il n'y a pas de solution administrative pour qu'elle reste. Sauf que
là entre toute la famille de Chandra. Et parce que Abby et Lucky sont devenues comme des filles pour la famille, du genre elles sont aimées de la même façon, on va trouver une solution. Et la solution, c'est de Abby, tu vas épouser Chandra. Bon, Abby a toujours eu un crush pour Chandra, mais Chandra, comment dire, ils sont très distants l'un et l'autre. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Elle a grandi très bien, mais comme elle est traumatisée par ce qui s'est passé en Afrique australe, elle ne se renseigne pas à ce sujet, elle cache tout ce qui est Afrique australe, tout ce qui est à rapport avec la guerre, tout ce qui est à rapport avec les accords de paix, elle va entendre parler de rien. Ça va jusqu'au point où, et c'est là où vient le privilège d'être une réfugiée africaine mais blanche, c'est que comme elle a un accent anglophone, et comme elle s'appelle Abby, on la prend pour une petite anglaise. Et le fait qu'on la prenne pour une petite anglaise, elle ne dément jamais. Elle ne dit jamais non, je ne suis pas anglaise, je viens d'Afrique australe, non, je suis africaine, non, je suis réfugiée. Elle ne le dit jamais, elle ne n'argumente jamais, elle ne rectifie jamais, corrige jamais, rien, 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 rien. Parce que ça ne l'arrange pas qu'on le sache. Parce que d'un côté, on poserait des questions, de l'autre côté, c'est très intriguant qu'elle soit blanche et réfugiée, blanche et africaine, etc. Donc non, elle n'est pas intéressée par ce genre de situation. Et c'est là où, autour, comme c'est bientôt les accords de paix, on parle beaucoup plus d'Afrique australe dans les médias, et les commentaires autour d'elle, c'est « Ah mais oui, mais les Africains, mais oui, les réfugiés, mais tous les mêmes, etc. » Et elle ne n'impose jamais son regard d'africaine dans cette situation. Et c'est à ce moment-là que je parler de discrimination d'une autre façon, parce qu'elle passe entre les mailles du filet de la discrimination parce qu'on ne sait pas. Donc on se permet de dire des choses face à elle qu'on ne dirait pas face à une personne noire, parce que automatiquement qui dit noir dit africain, donc même si ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a dans les préjugés, dans les croyances, dans les amalgames, etc., il y a toujours, voilà, c'est toujours le même prisme, toujours la même perspective. Donc je trouvais ça bien d'avoir une héroïne africaine, mais qui ne se sentait pas du tout concernée par la discussion. Et donc, ça, c'est ce trait de personnalité, ou très réservé, très introverti, genre je me mêle pas, j'enfouis ma tête dans le sable, très autruche de la part d'Abby, est quelque chose qui irrite profondément Chandra, parce que depuis 10 ans, 9-10 ans, il est devenu un journaliste aguerri, c'est devenu un reporter de guerre. Vous voyez dans le rêve, il était en fauteuil roulant. Ben oui, au fait, il a perdu un pied, hein, il s'est fait exploser, il a sauté sur une mine pendant un reportage en Angola, parce que voilà, voilà, mention pour la mère patrie. Et il trouve ça insupportable de ne pas faire face à la réalité. Et donc ils ne s'entendent pas. Ils s'apprécient comme on apprécie des lointains cousins qu'on voit de temps en temps, parce que Chandra vit la plupart du temps en Afrique du Sud, auprès de son ex-femme et du fils qu'il a eu entre-temps. Donc c'est maintenant qu'il rentre en France qu'il est transféré en France pour travailler pour le même magazine. Donc ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter. Ils s'apprécient parce qu'ils se voient une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais Chandra ne supporte pas la personnalité d'Abby. Donc ils sont pas forcément ennemis. C'est juste qu'ils ne se comprennent pas forcément, ils ne s'entendent pas forcément, mais ils ne sont pas du tout amis non plus. Donc ce sont des frenemies. Du genre, ouais, du genre, je t'apprécie, mais je t'apprécie moins. Voilà. Donc, ils vont donc se marier. Et c'est un slow burn. Slow, on a mis du slow dans le slow. C'est un mammouth. Donc, c'est 100 pages, 210 000 mots, je crois que c'est 110 000 mots. C'est un bon mammouth. Et c'est une de mes histoires préférées. Je ne m'attendais pas à grand-chose.
quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là. Mais je suis très contente. Entre le rêve en 2016 et le Conano de 2017, je crois que j'ai écrit pendant le soir, le Conano de juillet de 2017, je crois. J'ai écrit cette histoire et j'aime bien. J'aime bien. J'adore ces personnages. Chandra est très cynique. Il est très fonce dedans. Il est mauvais pour le cœur de sa mère. Elle le répète souvent. Mais qu'est-ce que c'est une chouette histoire. Qu'est-ce que... If I say so myself. Et là, je ne vais pas dire que c'est... L'histoire est géniale parce que je n'y suis pour rien, parce que c'est mon cerveau. Non, l'histoire est géniale parce que j'ai fait en sorte qu'elle soit géniale. Et j'ai mis toutes les scènes importantes pour la rencontre, etc. Dans Il était une fois le Kalahari, donc devenu le tome 0. Et j'ai profité et j'ai pris quelques scènes pour en faire des flashbacks pour Promesse du bout du monde. Ça veut dire que on peut lire Promesse du bout du monde sans jamais avoir lu Il était une fois le Kalahari. Genre, c'est vraiment... c'était pas supposé être... Je n'allais pas le publier. Je voulais juste que moi, j'ai une base de l'histoire, de la rencontre, que j'ai une base sur la situation pour après extrapoler à partir de ce moment-là. Donc, j'ai décidé de publier. C'était pas le but, mais j'ai décidé de le publier. Et ça ne se lit pas seul. Si vous commencez avec le tome 0, ça se termine sur des cliffhangers. Hein? Donc, ça se termine en 2008 et le premier tome commence en 2009, 2017, il se marie en 2018. Donc, si vous commencez avec le tome 0, enchaînez avec Promesse du bout du monde. Mais si vous lisez juste Promesse du bout du monde, vous n'avez pas besoin de lire Il était une fois le Kalahari. Je sais, je suis une vendeuse de pacotille parce que je devrais dire achetez tous mes livres, etc. Mais ce n'est pas vital. Celui-là est vital. Cette histoire-là est vitale. Promesse du bout du monde, c'est beau. C'est un slow burn. Il y a des mots, il y a des phrases qui touchent. Il y a deux personnalités qui clashent parce que Abby, c'est comme Chantal compare Abby à un ruisseau. Et genre, elle est source, elle est tranquille, elle est douce, elle est réservée, elle est le confort. Alors que lui, ce sont les chutes de Victoria, c'est un torrent, ça détruit tout sur son passage. Il a besoin, il comprend au bout d'un moment qu'il a besoin d'Abby pour avancer. Mais n'est-ce pas, c'est la romance. Mais je conseille fortement, mais très très fortement, la lecture de Promesse du bout du monde. Il était une fois le Kalahari. Si vraiment ça te dit de plonger là où ça fait un peu mal, tu pleures. Tu pleures pour les deux, mais là j'ai perdu des points karma. Donc à toi de voir si voilà. Mais ainsi, je suis passée d'un rêve avec Dev Patel et j'ai écrit une histoire qui est devenue le début d'un multivers tentaculaire. Je voulais des épisodes qui durent autour de 15 minutes, mais les gens, parfois ça prend le temps que ça prend. Donc, je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. J'ai écrit Promesse du bout du monde, One Shot, le livre numéro 1 de mon multivers. Il y a le tome 0. Il était une fois le Kalahari. Et j'espère que vous allez apprécier le voyage. Promesse du bout du monde se passe à 90% à Paris. C'est une introduction à l'Afrique australe. Mais j'espère que vous apprécierez le voyage, même si c'est juste à Paris. C'est bien Paris.